vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 26 juillet 2022. Nous parlerons aujourd'hui du partenariat économique et industriel entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Chaaben, professeur de droit à l'université Ain Shams. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, parlez-nous tout d'abord de l'idée de ce partenariat. C'était une initiative des trois pays, l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis, qui vise de réaliser en fait le développement économique durable dans ces trois pays, dans des différents secteurs, tels que le secteur de l'agriculture, l'alimentation, les engrais, les industries pharmaceutiques, etc. Et on peut dire en fait, ou on espère que ce partenariat industriel serait peut-être le noyau d'un marché économique ou d'un marché commun à l'instar de l'Union européenne ou autre. Cette idée, elle est ancienne, elle date de 1962 et peut-être, pourquoi pas, cette initiative pourrait être un pas vers ce marché. Peut-être, on espère. On en reparlera bien sûr plus en détail, mais je vais vous inviter à voir un reportage concernant justement ce partenariat où l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie avaient annoncé en mai dernier à Abu Dhabi un partenariat industriel pour une croissance économique durable afin de débloquer de nouvelles opportunités industrielles et de renforcer la croissance économique durable dans ces trois pays, dans plusieurs secteurs. Alors voyons ensemble. L'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont lancé leur initiative de partenariat industriel fin mai lors d'une visite d'une délégation du gouvernement égyptien dirigée par le Premier ministre Mostafa Madbouli dans la capitale émiratie, Abu Dhabi. À cet égard, le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a déclaré que les réunions de cette semaine devront aborder des accords sur un certain nombre de projets dans de nombreux secteurs de production. Cela comprend l'agriculture, l'alimentation, les engrais et les industries pharmaceutiques, ainsi que la promotion des liens commerciaux et économiques entre les trois pays. La période écoulée a été marquée par des réunions intensives au niveau du comité exécutif pour définir un mécanisme de mise en œuvre du partenariat intégré entre les trois pays. Dans le domaine de la production céréalière, de la production animale, de la transformation des aliments, des engrais, de l'emballage et de la production de médecine alternative. Cela s'ajoute à la production de textiles, de silice et de fonte d'aluminium utilisant des énergies renouvelables. Lors d'une réunion avec le Premier ministre en juin, le président Abdel Fattah el-Sisi avait souligné l'importance de la coopération tripartite avec la Jordanie et les Émirats arabes unis, affirmant que l'initiative de partenariat manifeste l'objectif espéré de parvenir à l'intégration économique arabe. La ministre du Commerce et de l'Industrie a tenu une réunion virtuelle le mois dernier avec le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan Ahmed Al-Jaber, et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, Youssef Al-Shamali, pour donner suite au récent accord. Au cours de leur rencontre, ils ont convenu de former un comité exécutif pour entamer ces rencontres avec la communauté des affaires la semaine prochaine, afin de discuter du mécanisme d'implication du secteur privé des trois pays dans l'initiative de partenariat et d'identifier une liste d'entreprises éligibles. Dans une déclaration à l'issue de la réunion, Mme Gamer a déclaré que les trois pays souhaitaient mettre l'initiative en pratique et commencer à mettre en œuvre les projets souhaités. Le partenariat vise à atteindre l'autosuffisance dans les trois pays et à assurer la sécurité alimentaire et sanitaire et devrait également offrir des opportunités industrielles avec une valeur économique ajoutée estimée à des milliards de dollars dans un avenir proche. Le Pays-Bas combiné de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de la Jordanie est d'environ 800 milliards de dollars, a déclaré en mai le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan Ahmed Al-Jaber.
Nous revoilà de retour pour continuer notre débat concernant ce partenariat entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie sur le plan économique et industriel dans plusieurs secteurs. Donc, docteur Yousra Chaaben, dites-nous en quoi exactement va consister ce partenariat. On a vu, dans le reportage et d'après ce que vous avez mentionné, il va concerner plusieurs secteurs. Mais bon, quels seront les rôles et responsabilités de chacun? En fait, les partenariats de telle sorte, ils commencent toujours par des accords, comme mentionné dans le reportage. Et en fait, avant tout, on doit mentionner en fait que cette initiative, elle est ouverte à tout pays arabe. On doit noter que le Royaume du Bahreïn a rejoint l'initiative de ce partenariat en la présence de son ministre de l'Industrie et du Commerce. Au départ, c'était juste l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis. Mais comme je vous dis, et c'est bien mentionné par l'Égypte, et c'est ouvert en fait pour tout pays arabe. Et voilà, le Bahreïn a fait le premier pas pour rejoindre cette initiative. Et en fait, cette initiative, elle consiste tout d'abord à renforcer la sécurité alimentaire dans les trois pays. Comme vous savez, à cause ou faute de la crise économique mondiale, ces pays et surtout tous les pays et surtout les pays arabes sont bien, on peut dire, lésés ou sont bien, on peut dire, comme une partie faible à l'échelle internationale concernant l'économie, l'industrie, l'approvisionnement, la nourriture, sont les pays en fait les plus affectés par cette crise économique. C'est vrai que l'Égypte, c'est un grand marché et on a vu il y a plusieurs mois lancement, en fait, l'inauguration de la récolte de blé, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on a en fait quelques spécialités, mais j'espère bien qu'on puisse fournir tout ce qu'il faut pour le peuple. Faute de la crise, comme je vous dis, de la crise économique, tout pays est lésé, tout pays est affecté. Et nous, comme une population grande, et on est bien peuplé, je pense que c'est un défi pour les responsables égyptiens de fournir tout ce qu'il faut pour ce peuple, ce grand peuple. Oui, mais si on parle de partenariat et de sécurité alimentaire entre ces trois pays, est-ce que ces trois pays, déjà, en plus des pays arabes qui vont se joindre à cette initiative, jouissent d'une autosuffisance alimentaire? En fait, je pense que ces pays-là, tous, ils essayent d'avoir cette autosuffisance. Je ne peux pas admettre ou dire comme phrase affirmative que oui, tous ces pays arabes ont une autosuffisance. Non, on ne peut pas l'admettre. Mais on peut dire qu'on est sur la voie ou on essaye de faire telle chose. Alors, mais ce qui est intéressant ou ce qui doit être noté surtout pour ce partenariat, c'est qu'il existe plusieurs secteurs productifs qui seraient au cœur des négociations et au cœur des accords bilatéraux ou internationaux, comme le secteur de l'agriculture, le secteur de l'alimentation, les engrais, les industries pharmaceutiques. Alors, les pays, en fait, ils connaissent bien leurs manques, ils connaissent bien ce qu'ils n'ont pas, et ils essaient, en fait, de se compléter. C'est pour ça on a nommé ce partenariat industriel complémentaire ou partenariat industriel complémentaire. Voilà. Parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait. Les pays arabes, ils doivent se compléter pour affronter d'autres défis qui sont sur scène, voire les défis politiques, les défis économiques. Ils doivent avoir, parce qu'en fait cette assemblée ou cette réunion, elle va en fait créer réellement un contrepoids dans les négociations
Si on est tous unis, l'Arabe, la Jordanie, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, et peut-être après, on aura d'autres pays qui peuvent, d'autres pays arabes qui peuvent rejoindre ce partenariat. On serait en fait un contrepoids. Notre opinion politique aurait bien une influence sur la scène internationale. Nous avons beaucoup de défis concernant l'Éthiopie, problème de l'eau, problème du climat, problème de la Palestine. Il y a beaucoup en fait de communs entre ces pays. Alors il me semble que c'est un pas bien salué et bien essentiel et indispensable en cette période de défis internationaux. Est-ce que ce partenariat a annoncé un certain plan stratégique ou pas encore? Pour le moment, pas encore, mais ils ont annoncé des réunions pour des accords en fait, pour mettre en place des accords entre l'Égypte et autres. Et c'était sur l'échelle des ministres des industries et du commerce dans ces pays arabes. Voilà, alors peut-être on verra dans les jours qui viennent des accords internationaux intéressants. Et quels sont les points de force de chacun de ces partenaires? Vous savez que la Jordanie, elle joue un rôle très important et très, comment dire, amical et comme les alliés pour l'Égypte. Alors la Jordanie, sa présence est indispensable et elle est toujours présente même dans les négociations pour le conflit palestinien depuis les années 80, les années 90, etc. Les Émirats unis, elle a quand même sa spécificité en tant que pays qui se développe énormément ces dernières années. Le Bahreïn, bien sûr, avec son importance pétrolienne, économique, et il existe aussi beaucoup de développement technologique dans ces pays en ce moment. L'Égypte, de son côté politique et de sa place cordiale ou importante, essentielle dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Alors, à mon avis, la présence de ces 4 pays arabes, ça donne l'espoir, ou ça laisse l'espoir de retrouver un marché arabe commun, une union arabe commune. On verra, hein, parce qu'en fait, en théorie, ça commence toujours par un marché économique commun qui peut aller jusqu'à une union commune, une union politique commune. On ne peut pas savoir si ça peut arriver jusque-là, mais on doit saluer ce premier pas. Bon, je vais vous inviter à voir un autre reportage concernant le même sujet, puisque ces 3 pays, l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis, ont lancé leur initiative de partenariat industriel fin mai lors d'une visite d'une délégation du gouvernement égyptien dirigée par le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, dans la capitale émirati, Abu Dhabi. Au cours de leur rencontre, ils ont convenu de former un comité exécutif pour entamer des rencontres avec la communauté des affaires afin de discuter du mécanisme d'implication du secteur privé des 3 pays dans l'initiative de partenariat et d'identifier une liste d'entreprises éligibles. Voyons ça. L'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie avaient annoncé en mai dernier à Abu Dhabi un partenariat industriel pour une croissance économique durable afin de débloquer de nouvelles opportunités industrielles et de renforcer la croissance économique durable dans les 3 pays dans plusieurs secteurs. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires présidentielles, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, a assisté à la signature du partenariat qui vise à assurer une croissance économique durable dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture, des engrais, des produits pharmaceutiques, des textiles, des minéraux et de la pétrochimie. Afin d'accélérer les objectifs du partenariat, un fonds d'investissement de 10 milliards de dollars américains a été alloué. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le Premier ministre jordanien Dr Béchir Al-Khaswana ont assisté à la signature du partenariat.
L'accord de partenariat a été signé par le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées, Sultan Ben Ahmed Al-Jaber, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Nevin Gama, et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, Youssef Al-Chamali. Ce partenariat consiste à renforcer l'intégration industrielle avec les nations arabes et le reste du monde afin de réaliser un bond en avant dans le secteur industriel. Le développement du secteur industriel en Égypte, aux Émirats et en Jordanie contribuera à renforcer et à diversifier l'économie de chaque pays et à accroître la contribution de l'industrie au produit intérieur brut national. Ce partenariat témoigne également de la capacité de ses signataires à renforcer leurs relations et à introduire de nouveaux projets et industries au sein d'un écosystème industriel intégré, tout en débloquant les opportunités prometteuses pour les générations futures. Ce partenariat est un témoignage de la profondeur de relations historiques entre les trois pays. Alors, docteur Yousra Chaben, d'après le reportage, cette initiative vise à encourager le secteur privé à participer pleinement. Donc, est-ce que vous pensez qu'il sera intéressé ou pas? Et si oui ou non, quels sont les avantages ou les inconvénients auxquels il va faire face? En fait, en théorie, le secteur privé, il est en principe présent sur le marché parce qu'un État, il ne peut pas faire tous les services à ses charges. Alors c'est bien sûr dans l'intérêt de l'État d'intégrer le secteur privé dans cette dimension-là. Par contre, ça dépend des avantages qui pourraient être fournis fournis à ce secteur privé. Par exemple, une réduction de taux des impôts, par exemple. Les taxes, par exemple? Oui, les impôts ou aussi suggérer par exemple des idées de partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Ça dépend en fait de la manière où l'État veut
intégrer le secteur privé. Bien sûr que sa présence est importante, mais ça dépend de comment l'État perçoit ce secteur privé et à quel niveau veut-il que ce secteur privé intègre le marché économique. On a remarqué que les Émirats arabes unis s'intéressent surtout en Égypte à l'immobilier et à la construction. Est-ce que vous pensez qu'avec la crise financière actuelle dans le monde, qui touche tout le monde d'ailleurs, ce secteur est un secteur par excellence qui va apporter ses fruits? Peut-être oui, économiquement on peut dire oui, il est toujours en Égypte en fusion, il est toujours présent, il est toujours intéressant pour les investisseurs. Maintenant peut-être avec le taux de taxes et d'impôts qui pourrait être exigé sur certaines unités, etc., à calculer, à savoir. Mais ça reste toujours un marché intéressant pour les investisseurs, surtout les Émirats. Et quels sont les autres marchés, avec cette crise mondiale, économique mondiale aussi, qui seront attractifs pour le reste des investisseurs, à part l'immobilier? À mon avis, le marché de technologie, le marché technologique, l'Égypte, elle a marqué plusieurs avancées dans ce marché. Il y a beaucoup d'ingénieurs égyptiens dont le profil est très intéressant et peuvent bien contribuer à l'avancée de ces technologies en Égypte, aux pays du Golfe et même en Europe, etc. En fait, il y a des ingénieurs égyptiens bien promoteurs qui peuvent contribuer énormément dans ce marché technologique. Aussi, on ne néglige pas le marché agricole avec tout ce que l'État égyptien présente d'initiatives, de développement, voilà, on a vu quelques mois l'inauguration de la récolte de blé, beaucoup d'investissements est consacré pour des produits comme les oranges, l'oignon, etc. Enfin, l'État elle accorde une grande importance à ce secteur agricole qui pourrait bien sûr être présent sur la scène internationale également. Quand on parle d'agriculture, de sécurité alimentaire, on parle obligatoirement de l'eau. Donc l'eau dans ces trois pays et dans le reste des pays arabes, sera-t-elle suffisante pour cette autosuffisance? L'Égypte, à mon avis, c'est le pays le plus affecté par ce problème de l'eau, surtout avec son problème avec l'Éthiopie en ce moment. C'est la raison pour laquelle les dirigeants égyptiens, en fait, ils ont limité ou diminué la culture du riz, par exemple, parce que le riz est un produit qui consomme beaucoup d'eau. Et donc, les dirigeants égyptiens ont commencé à mettre quand même des restrictions, des limites pour les terres, les terrains qui peuvent être cultivés par le riz, quoi. Alors, à mon avis, l'Égypte, elle a un gros problème de l'eau qui essaye de gérer. C'est pour ça on dit toujours l'État, elle ne va pas faire ça tout seul. Les Égyptiens, le peuple normal doit avoir la conscience que dans quelques années, si on ne prend pas en compte ce problème d'eau, si on ne ferme pas bien nos robinets, si on ne prend pas en compte notre consommation personnelle avant de voir la consommation étatique de l'État, on rencontrera un problème, mais un véritable problème, un gros problème pour le peuple égyptien. J'espère qu'on n'arriverait pas là. J'espère que depuis maintenant, on éduque nos enfants et les jeunes et tout, de bien conserver l'eau, etc. En fait, c'est une culture qui doit changer. Ça, c'est sûr, mais à part ce problème
je dirais pas de la rareté de l'eau, mais je dirais de la mauvaise utilisation ou de la mauvaise consommation de l'eau, vous avez aussi des problèmes du climat. Ah oui, bien sûr, l'échauffement climatique, etc. C'est pour ça, en fait, l'Égypte, comme un pays important dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, elle a pris l'initiative d'accueillir la COP 27 à Sharm el-Sheikh en novembre 2022 parce que l'Égypte, elle est bien consciente du problème climatique de toute la planète, mais aussi qui est un problème propre aussi à l'Égypte avec tous les défis qu'elle affronte, avec le nombre de la population, avec la mauvaise utilisation, etc. Hein. C'est un problème qu'on doit mettre des mesures et des recommandations. Et comme je vous dis, que ça ne soit pas seulement au niveau étatique, mais une culture de la population qui doit changer. Ben justement, l'Égypte, elle adopte une politique concernant le climat qui est une économie verte ou intelligente, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on doit plutôt consommer de moins en moins, en fait, par exemple, l'essence, et on va vers la gaz naturel, par exemple. On n'utilise pas l'électricité, voilà, mais on utilise plutôt l'énergie solaire. On doit bien sûr trier quand même nos déchets. En fait, c'est toute une culture. L'État, elle essaye de la mettre en place. Et comme je vous dis, nous, comme peuple ou comme peut-être intellectuels, des penseurs, des professeurs, etc., on doit éduquer, on doit faire propager cette culture pour les enfants, pour les étudiants, etc. Mais est-ce que cette culture est propagée dans les pays qui sont partenaires dans cette initiative? Il y a des pays qui sont plus avancés que l'Égypte dans ce domaine, les Émirats unis, le Bahreïn. Je ne sais pas pour la Jordanie, mais je suis sûre que pour les Émirats unis et pour le Bahreïn, le royaume du Bahreïn, ils ont bien de la technologie dans ces secteurs-là. Pas seulement une culture ou une auto-consommation, etc., ou une auto-utilisation personnelle, pas du tout. Mais ils ont ils sont plus avancés, ils utilisent plus des technologies bien avancées dans ce secteur et ça pourrait être inspirant pour l'Égypte. Donc on s'attendra à un échange d'expertise dans ces domaines d'excellence. Oui, j'espère bien, j'espère bien. Bon, on va passer à notre troisième reportage où la ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame Nevin Gemer, a présenté dimanche les derniers points de l'ordre du jour de la deuxième réunion du Haut Comité du partenariat industriel complémentaire pour le développement économique durable entre l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie à l'issue des réunions préparatoires qui se sont déroulées les 23 et 24 juillet. Madame Gemer a fait ces déclarations lors de la réunion du Conseil des ministres sous la conduite du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Le chef du gouvernement a affirmé que la volonté d'accélérer l'activation de l'initiative de partenariat industriel complémentaire pour le développement économique durable entre les trois pays découlait du souci de la direction politique des trois États de renforcer les relations économiques et commerciales et d'encourager le rôle des entreprises du secteur privé dans les trois pays afin de parvenir à un développement économique durable, surtout à la lumière des défis économiques régionaux et mondiaux actuels. Voyons ça. Les activités de la deuxième réunion du Comité supérieur du partenariat industriel intégré pour le développement économique durable, qui comprend l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Jordanie, ont débuté lundi au Caire. Le comité était présidé par les ministres de l'industrie des trois pays, la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gemer, le ministre émirati de l'Industrie et des technologies avancées, Sultan Ahmed El-Jaber, et le ministre jordanien de l'Industrie du Commerce et de l'Approvisionnement, Youssef Al-Shameli. Les réunions ont été marquées par l'annonce de l'adhésion de Bahreïn à l'initiative de partenariat industriel intégré avec les trois pays fondateurs du partenariat, en présence du ministre bahreïnien
Bahreïni de l'industrie et du commerce, Zayed Ben Rachid Al Zayani. Le Haut Comité a adopté les recommandations émises par le comité exécutif du partenariat industriel qui s'est tenu pendant 2 jours au Caire avec la participation d'entreprises opérant dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, des engrais et des médicaments. Une liste de 87 projets proposés dans les secteurs ciblés a été préparée, dont 12 projets éligibles pour entrer au stade des études de faisabilité dans les secteurs agricoles et alimentaires, des engrais et des médicaments, avec des investissements initiaux de 3,4 milliards de dollars, en mettant un accent dans la prochaine phase sur les secteurs des métaux, des produits chimiques, des plastiques, des textiles et des vêtements. لكل الناس في دايما حلم تحلم بيه وانا كان حلمي على قدي ونفسي اعيش ولما رميت عليك حملي شاركتني فيه ايدك في ايديا من الاول ما بتسيبنيش يلا يلا نكمل سكه مشينا. Docteur Yousra Chaaben, comme on l'a vu dans le reportage, ils ont commencé à prendre des pas effectifs avec ce comité exécutif, ces réunions qui vont un petit peu tracer le plan stratégique de ce partenariat. Oui. Il est prévu de commencer par quoi? Il est prévu de commencer tout d'abord par l'industrie et surtout le secteur de l'alimentation et l'agriculture sont les 2 secteurs les plus importants dans les 3 pays arabes parce que ils répondent directement aux nécessités ou aux besoins des peuples, des différents peuples et des besoins quotidiens en fait. Mmh. Voilà. Est-ce que vous pensez, parce que en fait l'Égypte elle franchit des pas parallèles avec l'Afrique et avec le monde arabe, avec l'Europe et avec le monde entier d'ailleurs, c'est reflété par la politique extérieure de l'Égypte. Oui. Mais concernant spécifiquement ce partenariat économique arabe, qui, cela a commencé avec la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine, où le président Abdel Fattah al-Sisi a présenté aussi un plan d'échange commercial et économique avec les pays africains. Est-ce que cela pourrait s'agrandir pour former un comité ou un partenariat afro-arabe? Oui. Je ne sais pas si on pourrait arriver jusque-là. À mon avis, non. Mais l'Égypte, elle a plusieurs dimensions très intéressantes. L'autre jour, je lisais un livre qui traitait de l'identité égyptienne. C'est quoi l'identité égyptienne? Et les auteurs égyptiens ont bien mentionné que l'Égypte, elle est arabe, elle est africaine, l'Égypte, elle est musulmane, l'Égypte, elle est catholique ou copte. L'Égypte, elle est tout. Elle est méditerranéenne. Alors, c'est très intéressant en fait de pouvoir jouer avec plusieurs cartes à la main. Est-ce que peut-être avec des pays afro-arabes tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc., l'Égypte pourrait avoir une autre sorte de coopération, etc. Mais pour l'instant, l'Égypte, elle a dissocié en fait ses cartes. Elle joue avec la carte Afrique, avec l'Afrique noire et les pays africains. Elle joue avec la carte arabe, avec les pays arabes. Mais ça n'empêche, à mon avis, d'avoir une carte commune arabo-africaine. C'est intéressant, mais ça dépend des pays qui pourraient être présents dans ce partenariat.
Voilà, est-ce qu'on est maintenant prêt à avoir ce partenariat avec l'Algérie? Est-ce qu'on est prêt à avoir ce partenariat avec le Maroc, etc. Et comme dit, et comme c'est dans la théorie, les partenariats, en général, ils ont diverses formes. Il n'y a pas une seule forme pour le partenariat. Il y a beaucoup de formes et ça dépend des intérêts communs des pays participants à un partenariat ou à une convention internationale ou autre. Alors, il y a toujours des choses à espérer et à planifier. Pourquoi pas? Et à votre avis, quels sont les défis auxquels ce partenariat pourrait faire face? Il y a un défi, à mon avis, qui serait, voilà, c'est le terrorisme. Parce que, en principe, ce partenariat économique, il doit permettre la libre circulation des capitaux et des main-d'œuvre. Est-ce que nous, à ce stade-là, où il y a toujours quand même des terroristes, il y a des défis dans chacun des pays arabes, pas que l'Égypte, je ne dis pas que nous sommes les seuls à avoir ce défi, mais l'Algérie pareil, tout en fait, tout pays arabe, est-ce qu'on est capable d'avoir une libre circulation des citoyens? Je ne pense pas. À ce stade-là, je ne pense pas. Bon, on commence par une libre circulation des capitaux. Vous parlez là de l'abolition des frontières ou vous parlez de... On n'arriverait pas peut-être pas à l'abolition des frontières, mais permettre quand même des facilités pour les visas, entre pays arabes, des partenariats, même des partenariats touristiques, des partenariats de traitement. Voilà, il y a beaucoup d'idées qui peuvent être mises sur la table pour des collaborations arabes et africaine. Mais à mon avis, le défi du terrorisme pourrait être... voilà. Et deuxième défi, à mon avis, la culture. On n'est pas tous au même stade de l'éducation et de la culture. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc, les Émirats arabes unis, je ne sais pas. Voilà, on doit peut-être avant tout unifier les programmes éducatifs. Ah, on a beaucoup d'idées. Vous parlez là des niveaux d'éducation. Oui. Alors, il y a des défis, il y a beaucoup de défis qui peuvent être des vrais obstacles à cette unification culturelle ou politique. Pour l'instant, à ce jour-là, on commence par une collaboration, une coopération, des partenariats, des accords commerciaux, économiques. On espère bien qu'on arriverait un jour à l'abolition des frontières ou au moins des facilités, des démarches administratives entre ces pays. On pourrait aussi espérer avoir des programmes éducatifs communs entre tous ces pays, avoir une stratégie sportive commune entre ces pays. Il y a beaucoup en fait d'idées qui peuvent être mises en place, surtout que ce sont tous des pays très riches de patrimoine, d'histoire, de ressources naturelles. C'est pour ça, comme on avait dit au début, on doit être complémentaires. C'est une complémentarité. Mais sur le plan démographique, les pays ne sont pas équilibrés du tout aussi. Oui aussi, hein. Comme je vous dis, même au niveau géographique, culturel, histoire, soit on arrive à un stade d'unification, soit on doit trouver une solution. Soit on se fixe sur les domaines d'excellence de chacun des partenaires et en bénéficier. Oui, soit voilà, on précise en fait des domaines précis, des secteurs précis pour ces partenariats-là, et c'est tout. Hein. On peut pas. En fait, moi je pense à l'Union européenne, mais à mon avis, ça pourrait être une comparaison injuste, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de développement, de culture, d'éducation. L'Union européenne, vous trouvez que c'est un succès? Dans une dimension, oui.
Surtout pour pour les citoyens, ils sentent bien la libre circulation. Aussi la libre circulation des marchandises. Moi, je me rappelle bien quand j'étais en France, il y avait sur le marché français des avocats qui viennent du Portugal, des oranges qui viennent, voilà, qui venaient d'Égypte, mais bon, c'est pas Union européenne. Et des dates. Moi, j'ai vu des dates. Mais moi, je vous parle plutôt des produits européens. Oui, c'est vrai que l'union économique, elle commence toujours par la libre circulation des citoyens et des capitaux et des marchandises. Alors oui, j'espère bien que... moi, je ne juge pas l'expérience européenne, mais je trouve quand même que pour son début, oui, pour son début, c'était un succès. Oh, mais sur le plan économique, c'est pas... Je sais, pour l'euro même... Ça a beaucoup de difficultés. Oui, ça c'est à gérer ou à... Voilà, mais ça ne veut pas dire que l'union était mal faite dès le début, au contraire. À mon avis, elle est réussie. Donc, on espère voir un modèle qui ressemblerait peut-être à ce succès. J'espère bien. J'espère bien, surtout ce qui est intéressant pour le modèle européen, qu'ils ont essayé de mettre en place une certaine équité. Voilà. Quand ils ont réalisé que les pays ne sont pas tous au même niveau, il y a des pays comme la Grèce, il y a d'autres pays qui ont été déjà endettés. Les pays dont l'économie elle était bien puissante, ils ont quand même contribué à la croissance de l'économie de X ou Y pays qui étaient en position de faiblesse. Voilà, on revient toujours à l'idée de la complémentarité, l'idée de l'équité. Voilà, c'est une idée de win-win situation, voilà, gagnant-gagnant, situation de gagnant-gagnant qui peuvent se compléter. Mais ce modèle de soutien à d'autres pays, c'est l'une des causes qui a causé des revers à cette Union européenne. Ce sont des conséquences, comme je vous dis, à gérer. Mais à mon avis, l'idée, elle était bonne et le principe, il était présent et des principes nobles, des principes intéressants, une bonne théorie. Comment est-ce que vous voyez l'économie dans les 10 années à venir? Parce que les experts économiques, ils ne sont pas très optimistes pour l'économie partout dans le monde. Moi, je trouve qu'il y aurait un changement de rôle politique et économique de certains pays. Voilà. Et à mon avis, l'Égypte, elle doit essayer d'être présente ou être toujours présente. La situation économique des États-Unis et de la Chine actuellement, elle affecte l'économie dans le monde. Voilà, les concurrents aussi avec la Russie. Oui, et la guerre de la Russie et de l'Ukraine, sûrement qu'elle a un impact aussi. En plus des virus comme la variole du singe qu'on vient de voir maintenant, le coronavirus, etc. Tout ça, ça a donné des coups très forts à l'économie. Et à mon avis, le bon investissement, c'est l'éducation. Parce que c'est ça ce que vous pouvez garder pour vous et jusqu'à l'infini, jusqu'à votre mort. L'éducation et l'agriculture. Oui, on doit manger et apprendre. Oui, on doit être et manger pour bien apprendre. Docteur, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. On arrive donc à la fin de cette édition de Direct. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue.